Et pour continuer, on a Gérard, F6EQ, trésorier de l'UFT, et qui va nous parler de télégraphie. Ok, donc je vous dis pas bonjour parce que c'est déjà la fin de la journée, donc bonsoir. Content d'être ici dans cette première édition de la Conf QRP. Il y avait déjà pas mal de monde, j'espère que l'année prochaine il y aura encore plus. Donc je vais vous parler un peu de télégraphie. Bon, comme on parle de QRP, c'est évident que la télégraphie c'est le mode privilégié. Le SSB ça se fait aussi, mais les émetteurs, les récepteurs c'est à peu près pareil, mais les émetteurs sont quand même beaucoup plus compliqués. Et bon, 5 ou 10 watts en SSB, c'est pas terrible. 5 ou 10 watts en télégraphie, il n'y a pas de souci. Ça peut aller très très loin, à condition d'avoir une bonne antenne, comme Alain vient de l'expliquer. Donc, ce que je vais vous montrer, voilà, je vais vous faire un petit peu d'histoire. Vous parler un petit peu de théorie, parce que c'était surtout là-dessus que je voulais me pencher. Parler un peu de l'apprentissage, parce qu'il y en a parmi vous qui sont venus me voir ce matin au stand disant ouais mais moi j'ai pas fait de graphie, j'arrive pas à m'y mettre, etc. Bon ben voilà, on va voir comment on peut faire, comment on peut se perfectionner, comment on peut avoir de la vitesse, et puis à la fin vous aurez quelques liens utiles. Donc je crois qu'Yannick il va mettre sur le site les présentations, donc il n'y a pas de problème, vous aurez toutes les infos. Alors, l'histoire de la télégraphie, c'est un peu l'histoire des télécommunications, évidemment militaires, parce qu'au début, c'était surtout les militaires. Le premier télégraphe, alors on a appelé ça télégraphe, oui, parce que ça envoie à distance des graphes, des lettres, des choses comme ça, c'était le télégraphe Chappe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir en vrai. Y en a, moi j'ai eu l'occasion l'année dernière dans la Drôme, aux Journées du Patrimoine, ils avaient ouvert un télégraphe Chappe à Étoile-sur-Rhône, et c'était vraiment super bien, il était bien restauré avec toutes ses poulies, etc. C'est vraiment intéressant. Le télégraphe Chappe, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme la marine, hein, les bras dans tous les sens pour faire coder les lettres, les chiffres. Et ce que j'ai appris aussi, c'est qu'en fait, ils avaient des bouquins de codage assez conséquent pour éviter de d'épeler toutes les lettres. Donc si on envoyait les bras comme ça veut dire attention l'ennemi arrive, c'est des trucs comme ça, on n'a plus de munitions, enfin des trucs de ce genre-là. Après, on arrive vraiment sur le Morse. Alors le Morse, il faut savoir que Samuel Morse, on dit que c'est l'inventeur du code Morse, en fait il travaillait avec Weil, qui est le réel inventeur. Morse a... Il y a eu tout un tas d'histoires contractuelles entre Morse et Weil. Weil a travaillé avec Morse, il a beaucoup développé de choses, et en fait, Morse avait fait un contrat où c'était lui qui avait toute la gloire, et Weil ne l'avait pas. Ça, c'est pour la petite histoire. On trouve plein de trucs comme ça dans l'explication, l'histoire de la télégraphie. Les premières démonstrations ont été faites dans les années 1840 avec uniquement des lettres. Et je pense que vous savez, enfin c'est ce qu'on voit sur Lucky Luke, le fil qui chante, les machins comme ça. En fait, il n'y avait pas de buzzer, de son, de tonalité. C'était tout repéré au clac-clac du manipulateur, ou alors à l'autre extrémité du fil, c'était un relais qui faisait clac-clac et qui faisait du bruit comme ça. Alors, tout à l'heure, je me suis amusé parce qu'il y avait 6HCC qui faisait un QSO avec son HW8. J'entendais pas la tonalité, je suivais au bruit qu'il faisait avec son manipulateur. C'était assez marrant, c'est pas facile, mais on y arrivait. Le code qu'on appelle continental, c'est dans les années 1850. Alors, il faut savoir qu'évidemment, le code Morse, enfin la possibilité de transmettre des messages, c'est vite transporté d'Amérique. Alors, oui, c'était déjà les États-Unis en 1840, c'est vite transporté des États-Unis vers l'Europe.
Et il y a, alors je crois que c'est un Autrichien, Gerke, qui a amélioré le code. C'est lui qui a fait le séquencement. Hein. Un long égale 3 courts, l'espacement entre les longs et les courts, entre les lettres, etc. C'est lui qui a vraiment officialisé ça. Et parce que avant, dans les premières démonstrations de Morse et de Weil, il y avait des espaces différents entre les signes et ça compliquait beaucoup la compréhension. Après, c'est juste pour information. Donc, 1912, la catastrophe du Titanic, la généralisation des communications télégraphiques dans la marine. Et puis en même temps, il y a eu, ça datait même d'avant, dans les années 1900, le télégraphe terrestre, transmission des télégraphes, les petits papiers bleus qu'on certains d'entre vous ont connus. Enfin, je pense quand même presque tous, parce que je vois qu'on est tous d'un âge certain, donc enfin, à part quelques-uns, mais qui eux forcément ne l'ont pas connu. Tout ça s'était transmis beaucoup en télégraphie. Mais en télégraphie terrestre, hein, avec du fil. Et puis, de communication maritime, beaucoup d'utilisation à l'armée, etc. Et en 98, arrête Saint-Lys Radio, qui était la grosse station française qui transmettait au monde entier les messages au bateau. Saint-Lys Radio, c'était super chouette, parce que moi, je l'écoutais très souvent. J'écoutais le bulletin météo. C'était intéressant. La théorie du code Morse. Donc, le code Morse, c'est quoi? C'est une alternance de signaux brefs et longs. Alors, on dit dit et da. Je n'ai pas dit trait et point volontairement, parce que, alors là, je parle plutôt pour les gens qui veulent apprendre. Si vous apprenez trait et point, vous allez visualiser un trait et un point, vous allez le compter, et c'est la catastrophe, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut apprendre la musique. Vous verrez sur le stand, j'ai un petit flyer que je peux vous donner avec le code. Alors, c'est comme les traits et les points, mais ça s'appelle des dits et des das. Ce qui est très important, c'est la question de rythme et de rapport entre les signaux brefs, les signaux longs et les intervalles. À basse vitesse, ça va à peu près. À haute vitesse, alors quand je dis haute vitesse, c'est pas forcément les vitesses pharaoniques 40 ou 50 mots minute, hein. Mais même à 15-20 mots par minute, si vous ne respectez pas bien les intervalles, la télégraphie, c'est incompréhensible. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, à l'origine, il y avait un rapport long-court 1-2, plus des intervalles variables. Le rapport 3-1, alors, j'ai ici un petit bouquin qui est fait par le alors, je ne sais jamais si c'est le PHOC, je crois que c'est le PHOC, qui s'appelle C'est the Way of Life. Il explique très bien là-dedans que le rapport 3-1, il montre avec des dessins des belles sinusoïdes qu'il y a un rapport harmonique entre les traits, les points, enfin les dits et les das, et les intervalles qui permet de pas visualiser puisque c'est auditif, mais qui permet de bien comprendre la lettre et la succession des signes. Bon, ça, je suppose que vous le savez tous. Donc, l'unité de base de mesure, c'est le dit. Les intervalles entre signaux, c'est à l'intérieur d'une lettre, c'est la valeur de 1 dit. Entre deux lettres, c'est 3 dits. Et entre deux mots, c'est au minimum 7 dits. Après, évidemment, on peut faire beaucoup plus long. Et ça, au départ, c'est bien parce que ça permet d'avoir le temps de réfléchir au mot qui vient d'être passé. Et puis, on dit un das à la valeur de 3 dits. Donc là, c'est les trucs de base. La vitesse, c'est mesuré en mots par minute, ou WPM, alors word par minute. En général, c'est plutôt ça qu'on dit, parce que beaucoup de communications sont internationales. C'est mesuré par mot par minute avec le mot Paris. Alors le mot Paris, il a la particularité d'avoir 50 unités. Si vous comptez tous les espaces courts, les espaces longs,
Les dit, les da, vous additionnez tout, vous avez 50 unités, y compris l'espace entre deux mots. Donc ça permet de... Un mot, si vous voulez savoir à quelle vitesse vous manipulez, eh ben vous tapez du pari sur votre pioche et puis vous regardez combien vous faites en 1 minute. Ou en 30 secondes, parce qu'une minute, c'est long. Alors, il y a une autre façon de mesurer avec le nom codex qui fait 60 unités, mais en Europe, ce n'est pas du tout utilisé. Alors, pour l'apprentissage, ce que je vous disais, il ne faut pas utiliser le mot trait et point, parce que vous allez visualiser et vous n'allez pas apprendre. Donc, il faut absolument vous chanter la musique. Et dans le bouquin, la CW Way of Life, le gars qui a écrit ça, il a appris la télégraphie avec son père, qui était un militaire américain, qui était dans des hydravions ou un truc comme ça, et donc qui était navigateur. Et donc à l'époque, les navigateurs, ils avaient tous toutes les communications étaient faites avec par télégraphie, parce qu'on ne savait pas faire autrement. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a quelques années, j'ai fait un vol sur un Antonov 124, un très très gros avion russe, et dans le poste de pilotage, j'avais toujours un manipulateur. Je ne sais pas s'il s'en servait encore, mais il y avait toujours un manipulateur. Donc on ne pense pas point et trait, on pense dit et da, et on fait très attention au rythme. Si vous voulez apprendre la télégraphie, ne vous précipitez pas sur un manip électronique ou un vibroplex, parce que ces appareils sont super bien, mais ça n'apprend pas le rythme. Donc, prenez une pioche et entraînez-vous à faire des trains de dits, des trains de points bien espacés. De temps en temps, dedans, vous mettez un da, vous mettez un trait, donc ça fait un peu des variations. Entraînez-vous à faire des choses très très bien rythmées. Et puis aussi une chose, n'apprenez pas trop lentement. Parce que, bon, évidemment, les premières lettres, les premiers jours, vous êtes bien obligé de vous mettre ça dans la tête, mais utilisez la méthode. Alors, il y a un anglais, je sais plus, je crois que c'est Core qui s'appelle, c'est G4FON qui a fait ça, avec son logiciel qui va bien. Il faut maintenir une vitesse minimum, moi je dis au moins 12 mots par minute. Si vous écoutez les exemples que j'ai là-haut là, sur le stand, de 12 mots par minute, c'est vraiment pas beaucoup. On a même encore le temps de compter les dits et les da. Bon, c'est pas très bien de le faire, mais on a encore le temps de le faire. Et c'est la meilleure façon d'arriver à se mettre les choses dans la tête, bien rythmé et avoir une vitesse relativement correcte. Au début, la C double, c'est fastidieux, c'est fatigant, donc ça ne sert à rien d'en faire 3 heures par jour. Il vaut mieux en faire un quart d'heure tous les jours que d'en faire 1 heure toutes les semaines. Mais vous verrez que c'est comme ça que vous allez progresser. Et puis, manipulez beaucoup. Alors, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas manipuler, mais ce n'est pas vrai. Manipulez beaucoup, envoyez-vous des textes en clair. Vous prenez n'importe quel bouquin en français ou en anglais, parce que quelquefois c'est un peu plus facile parce qu'on ne comprend pas toujours forcément les mots. Envoyez du texte en clair. Et à force de manipuler, le rythme va vous rentrer dans la cervelle. Et puis, c'est aussi bien d'écouter des émissions connues. Par exemple, il y a le réseau F9TM, qui est un réseau géré par l'armée et qui est tous les jeudis soirs sur 3536 à 7h30. Et là-dedans, il n'y a rien du tout. La station F9TM appelle une station, par exemple F6EQ de F9TM, K évidemment, puisqu'il repasse le truc. Et moi, je lui réponds en lui disant bonsoir, le prénom de l'opérateur, le report, donc en général c'est 599, et puis c'est tout. Et ça vous permet
d'écouter des QSO en sachant exactement ce qui va se dire, parce que la liste des participants, elle paraît dans tous les bulletins du REF, donc vous savez ce que vous allez entendre, donc c'est très facile. Après, il faut aussi s'efforcer à jeter le crayon. Surtout, ne copiez pas tout. Je sais bien que c'est pas facile, mais dans un QSO, on copie les choses essentielles. Forcément, le report, le nom, le QTH, le nom de la belle-mère, le temps qu'il fait, des choses comme ça. Mais vous n'allez pas copier, je sais pas, il fait beau, non, WX, ok, on copie pas les adverbes, on copie pas les articles, les choses comme ça. Tout ça, il faut s'habituer à tout copier dans la tête, sinon vous n'arriverez jamais à aller vite. Parce que quand vous copiez, alors tout dépend de la façon dont vous écrivez, quand vous copiez, vous allez arriver à 15, 20 mots par minute, vous arrivez encore à copier. Après, au-dessus, ça devient très difficile. Alors, je sais bien qu'avant, les gens tapaient à la machine et il y en avait qui étaient super forts pour prendre jusqu'à 40 mots minutes à la machine. D'ailleurs, les militaires le faisaient pas mal. Mais maintenant, je ne connais pas grand monde qui est capable de faire ça. Et puis, écoutez beaucoup et écoutez des QSO. Un petit peu plus vite que ce que vous êtes capable de comprendre. Ça va vous forcer, d'abord ça vous oblige à faire des efforts, et puis petit à petit les mots vont rentrer, vous allez finir par comprendre BJR, pour bonjour, vous allez finir ça. La musique BJR va vous rentrer dedans. Déjà vous connaissez tous le sécu, vous connaissez tous Dadida, le K, les choses comme ça. Donc il faut absolument trafiquer. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ce genre de papier, vous pouvez en récupérer un là. Jusqu'à il y a peu de temps, je donnais encore des papiers avec des traits et des points, mais là maintenant, j'ai décidé de donner que des di et des da pour obliger les gens à ne pas compter les traits et les points. Alors là, vous avez un alphabet. Et puis de l'autre côté, vous avez le même genre de truc avec le code QRQ. Alors c'est en anglais, je l'ai récupéré sur le livre LCWO. Et puis vous pouvez facilement trouver sur le site morsebusters.com tous les tableaux qui sont un peu équivalents à celui-là. Le perfectionnement. Alors, si je prends mon exemple personnel, quand j'ai eu mon éducatif, alors d'abord j'ai passé ma licence avec le SIGRAN. Il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui le connaissent, qui était déjà quand j'ai passé ma licence, c'était en 72, c'était un vieux monsieur. J'ai passé ma licence au Radio Club F6KFN, qui était le radio club de l'INSA de Lyon, et qui malheureusement maintenant n'existe plus faute de combattants. J'étais allé chercher le père Sigrand à la gare de Perrache, j'avais fait mon examen, et ce monsieur, il était très très gentil. Et la seule chose alors c'est vrai qu'il avait fait un bouquin sur l'apprentissage de la C double où il était très très exigeant sur la façon dont manipuler, dont on tenait son manipulateur, etc. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut pratiquer. Il faut pratiquer, il faut écouter. Si vous n'avez pas envie de faire de QSO, vous ne faites pas de QSO, mais il faut écouter. Et puis il faut surtout essayer de copier des manipulations difficiles, du QRM, du QSB, des QSO que vous ne comprenez pas forcément. Si vous ne parlez pas bien anglais, ce n'est pas facile de comprendre des QSO en anglais ou en allemand. Mais au moins, vous enregistrez des mots, vous vous forcez à faire quelque chose. Et puis après, quand vous vous lancez, il ne faut pas hésiter à demander QRS. Forcément, si vous m'appelez, en général, moi je trafique entre 35 et 40 mots minutes. Donc forcément, ça n'ira pas. Mais
S'il y en a un qui demande QRS, il n'y a pas de problème, on ralentit puis on y va. Mais essayez toujours de maintenir une vitesse de trafic raisonnable. 15 mots par minute, c'est pas beaucoup. Et ça vous permet, 15 mots par minute, ça vous permet même de faire la coupe du ref. Hein. Vous ne serez pas très performant, vous ne ferez pas 5000 QSO, mais c'est déjà une vitesse correcte. Entraînez-vous si possible à utiliser tous les types de manipulateurs. La pioche, le vibro, la lame de scie. Ça permet aussi de former son oreille aux différentes manipulations. Parce que vous vous rendrez compte que, en fonction du manipulateur qu'utilise l'OM, qui est de l'autre côté de la liaison, c'est pas du tout la même chose. La pioche, ça se reconnaît très bien. La lame de scie ou le vibro, ça a vraiment un caractère particulier, très, très personnalisé. Moi, la lame de scie, je pratique un peu, pas trop. Le vibro, j'aime bien. C'est très personnel comme manipulation et c'est très sympa. Et puis aussi, alors ça, après c'est une question de choix, une question de goût. Je sais que maintenant il y a beaucoup de jeunes qui font ça, mais essayez de trafiquer en clair. Faites pas de QSO, on dit qu'on appelle 599 CU, c'est-à-dire que le gars vous appelle 9 à 5 F6EQ de 9 à 5 WZ, 599 CU, 73, au revoir. Bah non, c'est pas un QSO ça. Un QSO au minimum, c'est le prénom, le QTH. Bon, si on est un petit peu plus dégourdi, qu'on a un peu plus d'expérience, on dit j'ai telle antenne, j'ai telle puissance, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Mais 599 FTU, c'est pas un QSO. Pour faire ça, autant faire du FT8. J'ai rien contre le FT8, hein. Mais bon, il faut dire que c'est pas très rigolo. Le FT8, je mets mon appareil en route, je vais boire une bière, je reviens, j'ai fait 10 QSO, quoi. Alors, après la vitesse, alors, moi personnellement, forcément, j'ai acquis de l'expérience et je vais assez vite. J'arrive à faire des QSO à 45 mots minute. Je reconnais que c'est difficile. Il faut quand même pas mal d'expérience. Mais un QSO classique, vous pouvez faire votre DXCC sans problème en trafiquant entre 20 et 25 mots minute. Et un DXCC en télégraphie, c'est presque plus facile à faire quand c'est double, parce que vous êtes, alors forcément dépendant de la propagation, mais c'est un peu moins que quand c'est de la SSB. On passe mieux dans les pile-up. Bon, c'est plus sympa. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on monte en vitesse, il faut copier dans la tête. Et surtout, même à vitesse raisonnable, quand vous êtes à 15 ou 20 mots minute, ne vous focalisez pas sur ce que vous avez oublié. Alors, c'est facile à dire. J'y arrive pas toujours non plus, mais dans une phrase, quand vous loupez des mots parce que vous ne les avez pas compris, passez au mot suivant. Vous ne forcez pas à essayer de rattraper, parce que si vous essayez de rattraper ce qu'il y a là, ce qu'il y a après, vous allez complètement le louper, et puis ça va être la catastrophe la plus complète. Donc, il faut se focaliser sur le sens des phrases, sur les mots importants, tous les petits mots, les articles, les adverbes, les conjonctions, vous en foutez, vous laissez passer, puis de toute façon, petit à petit, ça rentre dans la tête, vous n'en avez pas besoin. Il faut se focaliser sur les mots importants. Quand on vous parle du WX, focalisez-vous sur la température, sur le vent. Si on vous parle d'antenne, si vous copiez dipôle, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de savoir que c'est un dipôle en fil rouge à 30 mètres de hauteur. Vous s'en foutez. Il a un dipôle, c'est bon, ça marche. Voilà, il faut arriver à synthétiser, voilà, merci, à synthétiser ce que vous envoie votre correspondant. Alors, un autre truc que je ne l'ai pas dit là, ce qui est un peu difficile aussi, mais ça c'est une question d'habitude, et puis c'est la difficulté quand on prend de la vitesse, c'est épeler les mots. Par exemple, j'ai un copain qui habite Limoges, avec qui je fais à QSO 2 ou 3 fois par semaine, son YL s'appelle Geneviève.
Eh ben, je vous assure que manipuler Geneviève à 30 mots par minute, ben, c'est pas facile. Donc, il y a plein de... Alors, c'est pas facile, pourquoi? C'est simplement parce que le rythme... Et puis, l'épeler dans la tête, c'est pas très difficile. G, N, E, I, E, V, E... Même comme ça, j'y arrive pas. Donc, c'est vraiment compliqué. Il y a des mots... quelquefois, je sais pas... Je pense anticonstitutionnellement, évidemment, c'est pas un mot que vous allez utiliser en télégraphie, mais ce genre de truc, c'est très difficile à épeler parce que quand les mots sont un peu longs, ben, vous savez pas où vous en êtes du mot, vous avez oublié le début, donc entraînez-vous, mais ça peut se faire en manipulant des choses qui sont écrites dans un bouquin, hein. Entraînez-vous à manipuler ce que vous lisez. Voilà. Alors la vitesse, le Graal, oui, évidemment, tout le monde veut aller plus vite. Après, vous avez les clubs haute vitesse, hein, le HSC par exemple, et puis le VHSC. Alors moi, en ce moment, je suis en train de travailler pour faire le VHSC, je ne sais pas si j'y arriverai, mais bon, c'est sympa d'aller vite. Mais il ne faut pas non plus oublier les copains qui vont doucement et puis qui débutent, et il en faut pour tout le monde. Voilà, bah ça, je vous ai dit à peu près ce que je viens de vous dire. Il faut oser accepter de ne pas tout copier, ne pas essayer d'épeler les mots, ils coulent tout seuls. Alors sauf évidemment quand vous les manipulez, il faut bien les épeler dans la tête. Et puis donnez-vous un but. Alors soit le but c'est je veux faire... Alors ça peut être le DXCC, les États américains, ça peut être je veux monter ma vitesse, je veux faire des choses comme ça. L'essentiel c'est de trafiquer. Trafiquer, utiliser les bandes, et puis d'abord parce que les bandes, elles sont à nous, il faut les utiliser. Alors je sais pas, une petite digression, je ne sais pas si vous avez remarqué sur le 80 mètres actuellement, dans la bande C-double et dans la bande graphie, il y a des petits bip 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 qui se baladent un peu, qui sont très répétitifs. Alors, il y a un OM de l'EUCW qui m'a dit que c'était un mode digital. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est très gênant, à la fois en graphie et en phonie. Ah non, parce que c'est un truc qui est apparu il y a 2-3 mois. Non, c'est pas les filets dérivants. Oui, je sais qu'il y a des choses avec les pêcheurs, mais oui, parce qu'ils ont des balises pour repérer leur filet. D'accord, non, je ne sais pas. Mais enfin bon, si vous entendez ces petits bip sur la bande 80, ça se voit très bien si vous avez un appareil avec un spectro. Moi, j'ai un IC 7610, donc on voit bien le spectre et le waterfall. C'est incroyable, ça fait vraiment un pic. Et on dirait de la CW à une vitesse lente autour de 10-15 mots par minute, mais en fait, c'est pas du tout de la CW parce que ça fait pas des lettres. Bon, c'est une petite digression. C'est très embêtant. Je vous recommande d'essayer de trouver un petit peu ce que c'est. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut trafiquer. Et puis, si ça vous amuse, mais alors, là évidemment, c'est que pour les retraités, c'est pas pour les gens qui travaillent. Tous les jours sur 7012, à 11h locales, on a un QSO avec 5 VV, et puis d'autres... de TO, qu'est-ce qu'il y a, enfin bon, 8 GNV, 8 DGY, enfin plein de copains qui sont graphistes. Alors évidemment ça pédale un peu vite, hein, mais une fois encore, vous avez le droit de lancer QRS. Voilà, ici quelques liens utiles. Bon, le site de l'UFT évidemment, réseau F9TM et cours FAVN2, ça c'est pour l'apprentissage, c'est bien. Et vous avez toutes les infos sur le site du REF. Puis pour l'apprentissage, CW Player, G4FON, et puis Learn CW Online, le site des J5CW, là, c'est très très bien fait. Et puis après en perfectionnement, mais ça c'est vraiment du perfectionnement, Morse Runner, Pilot Runner, ZXP, ça c'est pour les gens qui veulent vraiment
vraiment monter en vitesse. Et puis la référence du bouquin que je vous ai montré, là vous pouvez y jeter un coup d'œil, CW Way of Life. Alors c'est en anglais, mais c'est un anglais qui est très accessible et puis il y a pas mal de graphiques et d'explications qui sont bien. Tout ce qu'il y a là-dedans, vous pouvez le récupérer au stand de l'UFT. Là, on a les petits flyers où il y a tous les liens. Voilà, bon, j'espère que je ne vous ai pas trop rasé avec mon histoire de C-double. Forcément, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. J'essaye un peu de faire du SOTA, mais en ce moment, des petits problèmes au QRA pour se déplacer, pour faire des randos. Donc, pour l'instant, on ne le fait pas, mais j'ai bien l'intention de faire du SOTA. J'avais acheté une belle canne à pêche pour faire une antenne, et puis je n'ai pas encore fait. Autrement, j'ai un K1 que j'avais monté quelques années, donc 40 et 20 mètres, ça va bien pour faire du SOTA. Voilà, si vous avez des questions. Une suggestion pour éviter les QSO 599TU, c'est de se mettre en liste orange. Ah ouais? Ça évite au correspondant d'avoir le prénom et le QTH sur son PC. Alors ça, j'aime pas ça. J'avoue que j'ai horreur des OM qui, dans la nomenclature du REF, c'est marqué cet OM est en liste orange, on donne pas son nom ou son adresse. Quand on fait un QSO, on donne son nom, on donne son QTH, on décrit ses antennes, etc. Et on veut pas que ça apparaisse dans la nomenclature. Je trouve que c'est un peu rigolo. Oui, non, mais pour les QSO, mais... Il y a certains qui font des QSO en ayant les caractéristiques de la station du correspondant sur leur PC. Ah ben oui, c'est vrai, mais même moi je le fais quand j'entends quelqu'un, quelquefois je le connais pas, je sais pas qui c'est, je sais pas où il est, je tape sur QRZ, je tape l'indicatif. Mais bon, c'est pas pour ça que... Bah oui, je suis d'accord, mais après on le passe. Ça n'empêche pas, hein, ça n'empêche pas. Ben, quelquefois, on ne peut pas faire autrement. Il y a un mec qui appelle avec un indicatif intéressant, on l'appelle, et puis on ne sait pas, il répond F6EQ de machin chouette ZZ de 599 TU. Ben, après, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Parce que de toute façon, si je continue, il ne me répondra pas. Donc,